Le 23 février 2026 à 21h17 heure locale, dans le golfe d'Oman, le destroyer américain USS Milius est frappé par un missile anti-navire iranien de type Nour. Le bâtiment, engagé dans une patrouille de routine à environ 95 000 nautiques des côtes iraniennes, opère seul. Le croiseur USS Princeton se trouve à 70 000 nautiques au sud-ouest au moment des faits. À 21h14, le missile est lancé depuis une position dissimulée sur la côte du Makran. Selon les éléments disponibles, le tir est masqué par la présence de navires marchands. Le projectile émerge derrière un porte-conteneurs, échappant au radar du destroyer jusqu'à une phase très avancée de son approche. La détection intervient à 21h14 minutes et 47 secondes. Le temps avant impact est estimé à 43 secondes. Le système de combat Aegis du USS Milius réagit immédiatement. 2 missiles SM-2 sont tirés successivement. Le premier intercepte le missile entrant, l'endommageant sans le détruire. Son système de guidage est neutralisé, mais l'ogive, d'un poids de 165 kg d'explosifs, demeure intacte. Le second SM-2 engage à son tour la cible endommagée et explose à portée létale. Toutefois, l'interception fragmente le projectile sans anéantir sa charge militaire. Désorientée mais toujours porteuse de son explosif, l'ogive poursuit sa trajectoire de manière erratique. À 21h15 minutes et 34 secondes, l'ogive frappe la section arrière du USS Milius. L'impact perce l'enveloppe de la salle des machines et explose au cœur du compartiment principal de propulsion. L'explosion tue instantanément 3 ingénieurs. Elle provoque également la rupture des conduites principales de carburant. Le carburant aviation JP5, stocké dans plusieurs réservoirs du navire, se répand dans la salle des machines et s'enflamme immédiatement. L'huile de lubrification, les isolants électriques et les joints en caoutchouc des portes étanches prennent feu à leur tour. En moins d'1 minute, l'incendie se propage vers la salle auxiliaire arrière. En 90 secondes, il atteint le hangar hélicoptère. L'appareil MH-60R Seahawk, alors ravitaillé en carburant, contient environ 300 gallons de carburant aviation. À 21h17 minutes et 4 secondes, sous l'effet de la chaleur, ces réservoirs explosent. La boule de feu qui en résulte tue 5 membres supplémentaires d'équipage appartenant au personnel du pont d'envol. Au total, 8 marins sont confirmés morts dans les premières minutes qui suivent l'impact. 12 autres sont portés disparus dans la zone de l'incendie, considérés comme très probablement décédés à ce stade. L'incendie s'étend sur environ 60 pieds de la structure arrière, entre les cadres 120 et 180 du navire. Les flammes s'élèvent jusqu'à 9 mètres dans le ciel nocturne, menaçant notamment le magasin de munitions arrière. Le capitaine William Chang rejoint la passerelle à 21h18, soit 164 secondes après l'impact. Il traverse des coursives envahies par la fumée et croise des marins blessés. Sur la passerelle, l'équipe de commandement signale la perte de la salle des machines et la propagation du feu vers l'arrière. Les équipes de lutte contre les avaries indiquent ne pas parvenir à contenir l'incendie. L'hypothèse d'un abandon du navire est évoquée, une perspective sans précédent pour un destroyer américain frappé par l'ennemi depuis la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, la section avant du bâtiment demeure intacte. Les systèmes situés en avant du cadre 120 sont opérationnels, y compris les cellules de lancement verticales contenant des missiles Tomahawk. Malgré l'ampleur des dégâts et la menace immédiate, le navire conserve une capacité offensive. La situation évolue ainsi d'un bâtiment en crise vers un engagement plus large, dans le contexte d'une confrontation prolongée entre les États-Unis et l'Iran dans la région du Golfe. À 21h20, alors que l'incendie continue de ravager la partie arrière du navire, le capitaine William Chang prend la décision d'utiliser les capacités offensives encore disponibles à l'avant du bâtiment. Il demande au chef des armes si les cellules de lancement verticales situées en section avant sont opérationnelles. Il lui est confirmé que les systèmes de tir fonctionnent, alimentés par une source d'énergie de secours. Les systèmes de conduite de tir restent actifs malgré la perte de la propulsion principale et la destruction de la salle des machines. L'ordre est donné de cibler immédiatement le site de lancement situé sur la côte du Makran, identifié comme point de départ du missile Nour. À 21h44, le premier missile de croisière Tomahawk est tiré depuis les cellules avant du USS Milius. 3 autres suivent à intervalles rapprochés. Au total, 4 missiles sont lancés en direction de la batterie côtière responsable de l'attaque.
Dans le même temps, les équipes de lutte contre les avaries signalent un risque critique. La montée en température du magasin de munitions arrière pourrait provoquer une explosion secondaire majeure. Le responsable du contrôle des avaries demande l'inondation immédiate de ce compartiment pour éviter toute détonation. À 21h24, de l'eau de mer est injectée dans le magasin arrière. Les munitions qui y sont stockées sont perdues, mais la mesure empêche une explosion catastrophique susceptible de détruire le navire. À 21h26, les conduits de ventilation situés au niveau du cadre 120 sont scellés afin d'empêcher la propagation du feu vers la section avant. Privé d'une partie de son alimentation en oxygène, l'incendie cesse de progresser vers l'avant, même s'il continue de brûler intensément à l'arrière. Le USS Milius conserve ainsi ses capacités essentielles situées en proue. Au quartier général de la 5e flotte américaine, le vice-amiral Richardson suit en temps réel l'évolution de la situation depuis le lancement du missile iranien. Il observe les tentatives d'interception, l'impact, la propagation de l'incendie et le tir des missiles Tomahawk depuis un navire en flammes. À 21h28, il autorise l'élargissement de la riposte. La liste des cibles est étendue au-delà de la batterie côtière initialement visée par le USS Milius. Elle inclut un centre de coordination identifié par les services de renseignement américains comme le poste de commandement des opérations anti-navires sur la côte du Makram. Ce centre aurait fourni des données de ciblage lors de plusieurs attaques menées au cours des mois précédents. 2 sites suspectés de stockage de munitions ainsi qu'une installation radar sont également ajoutés à la liste des objectifs. Le croiseur USS Princeton, situé à 70 000 nautiques et faisant route à vitesse maximale vers le destroyer endommagé, lance 8 missiles Tomahawk à 21h32. Le sous-marin USS Hampton, opérant en mer Warabi, en lance 8 supplémentaires à 21h35. 16 missiles viennent s'ajouter aux 4 tirés par le USS Milius, portant le total à 20 missiles de croisière dirigés contre les installations iraniennes. À 21h51, soit 34 minutes après l'impact sur le USS Milius, les premiers missiles atteignent leur cible. La batterie côtière à l'origine du tir est détruite en premier. Les véhicules lanceurs, le radar associé, le poste de commandement et les stocks de munitions sont anéantis. Les personnels présents sur le site au moment de la frappe sont tués lors de l'attaque. Les missiles suivants frappent le centre de coordination. L'installation est partiellement souterraine et construite pour résister aux frappes. 8 missiles ne suffisent pas à la raser complètement, mais les structures en surface s'effondrent, les antennes sont détruites et les accès aux sections souterraines sont obstrués. Les officiers présents survivent pour la plupart, selon les estimations, mais les capacités de communication et de coordination sont neutralisées. À 21h58, les missiles tirés par le USS Hampton atteignent les objectifs secondaires. Les 2 sites de stockage de munitions reçoivent chacun 4 impacts. Des explosions secondaires confirment la présence de stocks importants de missiles et de roquettes. L'installation radar est également détruite, privant les forces iraniennes d'un outil de surveillance et de fourniture de données de ciblage. À 22h03, l'ensemble de la frappe est achevé. Le bilan opérationnel côté iranien fait état d'une batterie côtière détruite, d'un centre de coordination rendu inopérant, de 2 dépôts de munitions détruits et d'une installation radar éliminée. Les estimations des pertes humaines iraniennes varient entre 80 et 120 morts. Pendant ce temps, le USS Milius lutte toujours contre l'incendie. Les flammes sont contenues à l'arrière du cadre 120, mais la section arrière reste en grande partie hors de contrôle. Privé de sa salle des machines principales, le destroyer progresse à une vitesse maximale de 8 nœuds vers la position du USS Princeton. L'objectif est d'obtenir un appui supplémentaire en moyen de lutte contre l'incendie. À 22h45, le croiseur USS Princeton arrive à hauteur du destroyer endommagé. Des équipes spécialisées en lutte contre les incendies sont transférées à bord avec du matériel supplémentaire, notamment des équipements respiratoires, des lances et des systèmes de mousse anti-incendie. Les 2 équipages unissent leurs efforts pour combattre les flammes qui ravagent encore la partie arrière du navire. Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent durant plusieurs heures après l'arrivée du croiseur USS Princeton. Les équipes combinées interviennent dans des compartiments dévastés, soumis à des températures extrêmes et à une fumée dense. L'extinction complète des flammes est confirmée à 2h30 du matin, le 1er novembre. Le destroyer USS Milius est sauvé, mais son état est critique.
Le bilan humain est lourd. 8 marins ont été tués lors de l'impact initial et de la propagation immédiate du feu. 12 autres, portés disparus dans les premières heures, sont par la suite confirmés morts. Leurs corps sont retrouvés dans les jours suivants, dans la salle des machines calcinées et le hangar hélicoptère détruit. Au total, 20 marins américains perdent la vie. Il s'agit du bilan le plus élevé pour un seul engagement au cours de la confrontation dans le Golfe. Les dégâts matériels sont considérables. L'intégralité de la section arrière du navire est ravagée. La salle des machines est détruite. Le hangar hélicoptère est réduit à une coque brûlée. Les dommages structurels s'étendent du cadre 100 au cadre 180. L'évaluation technique conclut à une reconstruction complète de la partie arrière, incluant l'installation de nouveaux moteurs, la réfection des systèmes de propulsion et la reconstruction du hangar. La durée estimée des travaux est de 2 ans en cale sèche. Le coût approche celui de la construction d'un navire neuf. Au sein du département de la Marine, des interrogations sont soulevées quant à l'opportunité de réparer le bâtiment. La décision est finalement prise de procéder à sa reconstruction complète. Le USS Milius demeure en service après sa remise en état. Le capitaine William Chang reçoit la Navy Cross pour ses actions durant l'engagement. Sa décision de lancer des missiles de croisière alors que le navire était en flammes et que des pertes humaines étaient en cours est citée comme un exemple de commandement en situation extrême. Les 20 marins décédés sont inhumés avec les honneurs militaires. La plus grande cérémonie commémorative liée à la confrontation du Golfe se tient à la base navale de San Diego, en présence d'environ 3000 personnes. Sur le plan opérationnel, l'attaque du 31 octobre constitue le dernier tir iranien contre des navires de guerre américains dans la région. Au cours des 18 mois précédents, plus de 20 attaques avaient visé des bâtiments américains. 73 marins américains avaient été tués dans l'ensemble de ces engagements. En réponse, les forces américaines avaient détruit une part importante des capacités militaires iraniennes situées à portée du Golfe, incluant des batteries de missiles, des bases navales, des centres de commandement, des installations de recherche, des sites de production et des dépôts de stockage. Les frappes consécutives à l'attaque contre le USS Milius détruisent 5 installations supplémentaires et causent, selon les estimations, entre 80 et 120 morts du côté iranien. Les capacités de défense côtière iraniennes sont considérablement réduites. La flotte de sous-marins est sévèrement affectée, les unités d'attaque rapide sont neutralisées en grande partie. Le programme de missiles balistiques est affaibli. Après l'engagement, des négociations s'ouvrent et se poursuivent pendant 8 mois. Un cessez-le-feu est conclu. Il est qualifié d'imparfait et fragile, mais les hostilités directes cessent. L'épisode du USS Milius devient un point de référence dans l'analyse de la confrontation du Golfe, notamment pour la rapidité de la riposte. 34 minutes se sont écoulées entre l'impact du missile et la destruction des installations identifiées comme responsables de l'attaque. Le USS Milius, gravement endommagé mais maintenu à flot, symbolise la capacité de riposte immédiate malgré des pertes humaines importantes. 20 marins ont perdu la vie lors de cet engagement. Le navire a survécu après plusieurs heures d'incendie et a été reconstruit. L'épisode marque la fin des attaques directes iraniennes contre les bâtiments américains dans la zone. Pour suivre nos prochaines analyses et rester informé des enjeux de sécurité internationale, abonnez-vous à notre journal.